Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Génie de l'hédonisme. Aujourd'hui, le CIP et la joie authentique. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais consacrer la séance de ce soir à le CIP. En vous redisant deux ou trois petites choses sur ce qu'on s'est dit déjà la dernière fois, c'est-à-dire qu'il est difficile de lire, de chercher, de trouver des fragments, de constituer un corpus. On va en avoir la démonstration ce soir avec une phrase de Le Cipe, une phrase qu'on prête à Le Cipe, une idée qu'on prête à Le Cipe et qui est rapportée par Clément d'Alexandrie. Vous verrez comment c'est assez difficile de faire dire des choses au texte et comment on est finalement dans une espèce de forçage contre lequel on ne peut pas grand-chose. Le texte de Le Cipe se trouve je le prends dans l'édition qui est la Pléiade et qui est la meilleure. Il y a une édition qui a été faite à partir de cette édition-là et qui est chez Folio, mais il manque des textes, notamment ceux qui concernent Antiphon le sophiste, dont on reparlera dans une ou deux séances. Donc si vous avez vraiment un cadeau de Noël à vous faire avant l'heure, eh bien achetez l'édition de la Pléiade de Jean-Paul Dumont. Elle est bien faite, même si on en a dit parfois du mal, elle est quand même ce qui s'est fait de mieux pour présenter l'ensemble de la pensée présocratique. Voici la phrase que je vous propose, et vous allez voir, c'est quand même sibyllin. Et, à vrai dire, le péripatéticien Lycos disait, comme le Cime, avec un M, que la joie authentique est le but de l'âme, c'est la joie que procurent les choses belles. C'est à partir de ça que je vais essayer de vous faire la démonstration qu'il y a éventuellement une pensée hédoniste, du moins eudémoniste. On va revenir sur le terme, je vais tâcher de vous expliquer ce qui fait la différence chez le Cipe et en quoi on peut faire de le Cipe d'une certaine manière l'inventeur de la philosophie hédoniste. Je vous le redis donc, et à vrai dire, le péripatéticien Lycos disait, comme le Cime, que la joie authentique est le but de l'âme, c'est la joie que procurent les choses belles. Alors les péripatéticiens, je vous en dirai deux mots, ça n'a pas grand-chose à voir avec celle que poursuit Sarkozy ces temps-ci. Ce sont les gens qui se réclament d'Aristote parce que Aristote considérait qu'on devait pouvoir deviser en marchant et celui qui marche, c'est le péripatéticien. Elle marche aussi, mais elle devise assez peu, du moins elles font assez peu de philosophie. Et Lycos, ça n'a rien à voir avec un portail d'internet, c'est un philosophe aussi sur lequel il ne reste rien sinon ce nom, ce simple nom. Alors, difficulté donc de poser la question des inventeurs. C'est toujours un peu risqué et osé de dire voilà, l'invention de la pensée hédoniste, c'est tel individu, tel jour, telle date, telle heure, avec telle œuvre et rien d'autre. On va essayer de voir comment ça peut fonctionner. Je fais une proposition de généalogie et d'invention, mais d'une certaine manière, on en a déjà dit deux mots la dernière fois, c'est oublier les géographies qui ne sont pas les géographies grecques. Il y a vraisemblablement des penseurs hédonistes en Chine, il y en a chez les Indiens, on les connaît peu, on les connaît mal. J'ai posé quelques questions pour vous en parler ce soir à des amis qui sont spécialistes de ces continents et qui m'ont dit on cherche, on trouve, on n'est pas très sûr, il y a de l'hédonisme dans la poésie. On pourrait faire exactement la même chose, nous, en disant, mais pourquoi pas Sappho, par exemple, Séverine Auffray vous en parlera. Mais Sappho, poétesse grecque, pourrait très bien être présentée, après tout, comme un philosophe ou une philosophe hédoniste, et pour le coup, ce ne serait pas le Cipe l'inventeur, mais ce serait Sappho. Pourquoi pas Sappho de Mytilène, il nous reste des fragments sur le même principe que les présocratiques, et on pourrait faire une lecture de la philosophie de Sappho, et ce serait pas forcément malvenu. Donc, ne pas oublier les autres géographies, les autres continents. Par définition, mais c'est une vérité d'Apalis, il y a peut-être aussi des philosophes franchement hédonistes qui existaient précédemment mais dont on n'a rien retrouvé. Il se peut que le Cipe lui-même ait été influencé par d'autres penseurs dont on a perdu absolument la trace. Vous verrez, on verra comment le Cipe produit Démocrite, comment Démocrite produit Épicure et quelques autres. Mais après tout, le Cipe est peut-être produit par quelqu'un, on n'en sait rien, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Il y a un nom qui est cité par Sextus Empiricus, Sexte l'Empirique, qui dit, voilà, il existe un Mokos. Il ne reste que cette trace-là de ce philosophe, un Mokos qui serait l'inventeur de l'atome, et d'une certaine manière, qui lui serait le premier inventeur, le premier penseur de cette question atomique. Mais comme on n'a rien d'autre sur ce philosophe, on est bien obligé de considérer qu'on va faire de lui, le Cipe, l'inventeur
d'une philosophie qui, après tout, peut-être, est contemporaine des premiers hommes. On pourrait très bien imaginer que l'hédonisme n'a pas besoin de philosophe pour être, et que peut-être, à l'époque préhistorique, on avait un hédonisme naturel, que peut-être il existait dans les cavernes une façon de pratiquer l'existence qui ne s'embarrassait pas d'un religieux encombrant et qui fonctionnait avec un principe de plaisir et un principe de vie mis en avant contre vents et marées. Pourquoi pas? Sur le site, donc je vous disais, on ne sait pas grand-chose. Il y a même une étrange note de Jean-Paul Dumont qui nous dit, mais après tout, c'est peut-être même une femme, hein, pas très sûre de son sexe. Ça peut être un homme, mais ce qu'on appelle l'onomastique, c'est-à-dire l'origine des noms, laisse croire qu'après tout, homme-femme, on n'en sait rien. On n'a pas pu faire la part des choses. Ça me plairait assez que, à l'origine de l'hédonisme, si on n'installe pas Sappho, on puisse avoir au moins une femme. Vous aurez entendu dans la phrase que je vous ai lue, on dit le cima avec un M. Donc on n'est même pas très sûr que ce soit le cipe avec 2 P. On n'est pas très sûr que ce soit même très exactement le même personnage. Donc on tourne vraiment dans l'indécision quant à cette figure. On a dit que le cipe était né à Milet, on a dit aussi qu'il était né à Abder, et puis à Élé également, donc ça fait pas mal d'endroits. Ça fait de toute façon l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie d'aujourd'hui. On sait que la philosophie présocratique a été très concentrée géographiquement sur cette partie du bassin méditerranéen, l'Asie mineure, et puis les îles qui séparent le Péloponnèse, la Grèce, enfin Athènes d'une certaine manière, et l'Est du continent. On n'est pas très sûr des dates. On considère que le cipe aurait pu naître vers 460 avant Jésus-Christ. Rien ne permet vraiment d'assurer ces choses-là, puisqu'il faut, comme vous le savez, pour trouver des dates qui soient à peu près cohérentes, qu'on puisse avoir des signes qui nous permettent de dire, voilà, une référence à quelque chose qui existe à un moment précis, donc ça ne peut pas être postérieur, ça ne peut pas être antérieur parce qu'il y a tel ou tel type de référence. Là, comme on n'a vraiment pratiquement rien, on ne peut rien savoir non plus des dates à proprement parler. On parle d'acmé. L'acmé, c'est le moment dans lequel le philosophe donne le maximum de lui-même, c'est-à-dire le moment où il est le plus performant. On dit de l'acmé de Leucippe que ça pourrait tourner vers 465, 460 avant Jésus-Christ. Donc voilà ce qu'on sait à peu près du personnage. Comme tous les individus qui ont existé et qui ont été essentiels, ils ont eu leur part de négateurs. Il y avait déjà des révisionnistes à cette époque-là. Épicure commence et démarre, et Épicure dit le cipe n'a même pas existé. Et Hermarque, qui est un des disciples d'Épicure, dit exactement la même chose. D'une certaine manière, c'est pas innocent chez Épicure, qui est plutôt mauvaise langue, et qui est assez peu épicurien au sens où on l'entendra, on verra ce que ça peut signifier. Épicure considère que c'est pas plus mal de laisser croire qu'il n'y a pas d'atomiste, il n'y a pas de matérialiste avant lui, et que d'une certaine manière, c'est lui qui fabrique la pensée atomiste et la pensée matérialiste de toute pièce. Sachez qu'en plus de ça, à l'époque où Épicure parle, il est bien évident qu'il doit disposer de plus de documents que nous n'en disposons nous-mêmes. C'est passé plus de 20 siècles, 23 siècles entre Épicure et nous. Lui avait une plus grande proximité qui laisse penser que peut-être existaient des textes. Simplement, vous savez que les philosophes ne s'aiment pas beaucoup, et quand on ne cite pas quelqu'un qui a été essentiel ou quelqu'un qu'on n'a pas pu ne pas voir, c'est que vraisemblablement il a été d'une importance majeure et capitale, voire Stirner chez Nietzsche et quelques autres. Donc il se peut que Épicure ait bien lu le cipe, il l'ait beaucoup lu. Il y a un livre dont on dit qu'il est écrit par lui qui s'appelle Sur l'intellect. On peut croire que Épicure en a pris connaissance et qu'il a abondamment pillé les théories que je vais vous exposer. Il y a une théorie physique, puis une théorie éthique, et je vais vous en dire 2 mots. Bibliographiquement, je vous avais dit que l'hédonisme était quand même mal considéré, mal tenu, mal porté, et qu'on l'éditait peu. On l'enseignait peu, on travaillait peu sur cette question-là. Il y a une 40aine de fragments, ça fait pas beaucoup, bien sûr, mais en même temps, on peut tout de même travailler sur le cipe. Heidegger et quelques autres ont abondamment travaillé sur Héraclite ou sur Parménide, dont le corpus est moindre encore. Donc ça ne justifie pas l'absence ou le silence. Eh bien, il y a un silence radical sur le cipe, puisque vous ne trouverez pas d'édition de l'œuvre, enfin des fragments qui nous restent aujourd'hui de le cipe. Il n'y a pas un livre sur le cipe, et c'est pourtant l'invention d'une pensée qui traverse 25 siècles d'histoire des idées. C'est quasiment complètement fabriqué à l'époque de Leucippe, cette philosophie atomiste qu'on appelle abdéritaine aussi. Elle est complètement fabriquée et elle est totalement ignorée. C'est pourtant donc une pensée cohérente. Alors c'est difficile de tâcher de rendre la cohérence d'une pensée quand on ne dispose que de fragments et quand ces fragments sont contradictoires. Je faisais la séance dernière l'éloge des universitaires qui faisaient des travaux de recherche extrêmement pointus et qui fonctionnaient comme des archéologues, qui sont capables donc de
travailler au pinceau, qui sont à la recherche de la signification à partir des traductions, à partir d'un mot, à partir d'une virgule, en comparant des textes différents, qui sont capables de produire des sens ou de rendre possible des sens différents. Il est bien évident que la proposition que je vous fais, elle est éminemment subjective, puisque d'une certaine manière, je fais une lecture de Leucippe qui est un peu induite par ce que Démocrite nous dit, Épicure nous dit, ce que la suite des atomistes nous raconte. Donc c'est un petit peu l'illusion rétrospective qui permet de faire un sens, enfin de proposer une cohérence et d'essayer de voir comment fonctionne la pensée de Leucippe. C'est donc une théorie physique. C'est une pensée importante chez les Grecs. Ça a cessé aujourd'hui d'être une façon de fonctionner chez les modernes. Ou chez nos contemporains. Sartre avait une grande fierté, par exemple, de son ignorance crasse, c'est le cas de le dire, en termes de sciences, de physique, etc. C'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas du tout à la science et qui fonctionnait de manière absolument séparée, qui considérait que la science et la philosophie, ça devait pouvoir fonctionner sur des voies qui ne se rencontrent jamais. Dans l'époque antique, la science et la philosophie sont confondues d'une certaine manière, et il y a des visées scientifiques à la pratique d'une science. C'est-à-dire que la physique des matérialistes, elle induit, on va voir comment, mais elle induit une éthique. La conception qu'on a des atomes, du monde, du réel, etc., ça débouche un jour sur une éthique, en l'occurrence une éthique de la joie. Comment est-ce que ça fonctionne, l'atomisme de Leucippe? C'est très clair, vous avez des atomes, du vide et des mouvements, rien d'autre. Des atomes, du vide et des mouvements. Il y a des atomes en nombre illimité. On ne peut pas les compter, ils sont multiples. Ils ont des formes particulières. Vous connaissez l'histoire des atomes crochus. Quand on n'a pas d'atomes crochus avec les gens, c'est que finalement, on n'a que des atomes ronds. Ça se passe pas bien et on finit pas par faire s'accrocher des atomes qui nous permettraient de nous entendre. Les philosophes antiques pensent que on le sait aujourd'hui, la physique nucléaire donne raison à ces intuitions-là. Les atomes ont des formes particulières et les anciens pensaient qu'il y avait des atomes donc crochus, ronds, lisses, etc. Il y a des gens qui ont abondamment travaillé sur la question du poids des atomes. Ça pèse combien un atome dans l'Antiquité? Et Denis O'Brien qui a passé sa vie sur la question du poids des atomes. Chez les abdéritains, pourquoi pas, il se fait qu'on nous dit, voilà, le réel n'est qu'un composé d'atomes qui sont en mouvement dans du vide. C'est court, c'est pas grand-chose, je veux dire, pour une théorie physique. Et pourtant, c'est majeur et c'est cardinal. Et pour quelle raison? Alors, ces atomes-là, ils se meuvent dans le vide. Alors, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur la question du vide, parce que le vide, c'est le non-être. Mais en même temps, le non-être, il existe, puisque c'est le vide. Donc le non-être, c'est pas rien, dans tous les sens du terme. Ce qui fait qu'il y a une prise de position métaphysique sur cette question-là aussi. On disserte sur la question du vide. Est-ce que le vide, c'est l'absence de quelque chose, ou est-ce que c'est un contenu? Est-ce qu'il y a un contenu au vide d'une certaine manière? Ces questions-là, elles sont assez peu abordées dans la période antique, mais on verra, si Dieu nous prête vie, si le Dieu hédoniste nous prête vie, mais on verra que c'est une question extrêmement importante. Au XVIIe siècle, et les débats sont grands, qui posent la question du statut du vide. C'est quoi le vide? Comment est-ce que ça fonctionne? Et vous avez des expériences qui sont faites, Torricelli, Galilée, etc., pour essayer de voir comment ça marche le vide. Pascal, qui a beaucoup écrit là-dessus aussi. Comment ça marche? C'est quoi le vide? Est-ce que c'est de l'être? Est-ce que c'est du non-être? C'est quoi le statut métaphysique ou ontologique du vide? Question extrêmement importante pour pouvoir résoudre la question le problème du matérialisme. Dans cette logique-là, il n'y a pas de hasard. Le destin et la nécessité sont confondus, et destin et nécessité procèdent des agencements de matière, des agencements d'atomes plutôt, puisque la matière, ça n'est jamais que l'agencement des atomes dans un ordre particulier, des atomes d'un genre particulier, et il n'y a donc que de la matière. Tout ce qui se passe, c'est de la matière. Mon âme, c'est de la matière, mon corps aussi, mon langage, c'est de la matière, ce que vous êtes, c'est de la matière, et il n'y a pas de place pour autre chose que pour la matière. La matière, comment est-ce qu'elle circule? Quel type de relation entretient-on à la matière, notamment la matière des atomistes? Ça suppose une théorie des simulacres. Les simulacres, c'est une expression qu'on trouve chez les épicuriens. Un très beau texte d'ailleurs sur le statut, on parlera de Lucrèce un jour, mais il y a un très beau texte de Gilles Deleuze sur le simulacre chez Lucrèce dans Logique du sens. Le simulacre, ça suppose qu'il y ait des émanations permanentes d'atomes chez tout un chacun. Ce que nous sommes en train de faire, nous nous regardons, nous nous écoutons, je parle, vous m'écoutez, théoriquement. Et ça suppose des émissions d'atomes. Ces particules s'échappent de vos propres corps
et viennent pénétrer le mien, et vice-versa. Les miennes aussi, de particules vont pénétrer vos corps. Vous voyez un petit peu le travail. Il se fait que tout ce qui se passe, les sensations, les perceptions, ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous goûtons, tout ça suppose des simulacres. C'est-à-dire qu'il y a en permanence des simulacres qui circulent dans l'atmosphère et qui, se détachant des objets sur lesquels ils se trouvent, genre de pellicules invisibles d'une certaine manière, arrivent vers nous. Ces agencements, ces simulacres font sens chez nous et nous pouvons donc communiquer à partir de ça. Quand on dit d'ailleurs qu'on ne peut pas piffer quelqu'un, qu'on ne peut pas le blairer, qu'on ne peut pas le sentir, et qu'on n'a pas d'atome crochet avec lui, donc vous voyez comment ça fonctionne. D'une certaine manière, c'est une façon de dire que l'odeur de l'autre, ou son animalité, c'est-à-dire les simulacres qui s'échappent de lui, sont des simulacres qui ne me réjouissent pas, le fond du nez ni le fond de l'âme, d'une certaine manière. Donc cette théorie des simulacres, elle suppose que on puisse réduire le réel à la matière et à rien d'autre. On dit que cette intuition, parce qu'on peut poser la question de l'origine des atomes, comment est-ce que les philosophes font pour inventer cet atome alors qu'ils ne disposent d'aucun moyen technique pour découvrir l'atome? Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de microscope qui font des balayages électroniques qui nous permettent de rentrer dans l'épicentre de la matière? Eh bien, on invente. Il est bien évident que c'est une invention poétique et philosophique, l'atome, chez les philosophes, et que ça procède d'une espèce de façon de voir, c'est-à-dire on considère que le réel, on peut le couper, on le coupe encore, et qu'on coupe ce qu'on a coupé, et qu'il existe un moment où ça devient impossible à couper. Atomos, en grec, impossible à couper, insécable. Et l'atome, c'est ce qui reste quand on a tout coupé, d'une certaine manière. C'est ce qu'on ne peut pas couper. C'est une fiction qui est aussi une réalité, qui est posée par un philosophe qui est aussi un poète, et qui, d'une certaine manière, des siècles après, se trouve confirmée par la physique nucléaire, c'est-à-dire que les atomes, comme ils sont chez les philosophes matérialistes de l'Antiquité, ressemblent assez singulièrement aux atomes dont la table de Mendeleïev propose l'alphabet, d'une certaine manière. Eh bien, cette intuition, on dit qu'elle est venue il faut imaginer une belle journée grecque, je dirais, au bord de la mer, avec une pièce fermée, des volets clos et une belle chaleur dehors, et un ray de lumière qui passe par une ouverture qui est pratiquée dans une fenêtre. Et le philosophe en question voit ce ray de lumière et des particules danser dans le ray de lumière. Et c'est avec cette évidence qu'il y avait des invisibles que parfois on pouvait voir, puisqu'ils dansent dans la lumière, on a pu poser l'hypothèse que les philosophes avaient débouché sur l'atome uniquement avec cette intuition poétique. Cette physique-là, des atomes en mouvement dans le vide et rien d'autre, cette physique-là, elle pose finalement les fondements d'un radicalisme philosophique. C'est pas grand-chose, c'est très peu, une théorie des simulacres, une théorie des atomes, de leurs agencements. On a l'impression qu'on a simplement affaire à une espèce de science élémentaire, d'assemblage et de bricolage permettant la matière. Et pourtant, on débouche, avec ces propositions-là, on débouche sur un radicalisme philosophique qui suppose qu'il n'y a pas de Dieu. On est presque dans une logique athée. Ou alors, si les dieux existent, ils existent de manière matérielle, ce sont des simulacres. S'il n'y a que des atomes dans le vide, des atomes en mouvement dans le vide, s'il y a des dieux, alors il faut que ce soit des dieux matériels qui eux aussi procèdent de ces agencements d'atomes dans le vide. Donc c'est une façon de dire les dieux existent, mais s'ils existent, d'une certaine manière, ils sont assez semblables aux simulacres et aux autres simulacres que nous trouvons dans la réalité. Sachez que à cette époque-là, on est un petit peu avant Socrate, mais Socrate se fera assassiner d'une certaine manière, se fera assassiner pour beaucoup moins que ça. Cette idée qu'on puisse mettre en cause l'existence des dieux, mais par la bande, je dirais d'une certaine manière, en disant ils ne sont pas réellement possibles, ou alors s'ils sont réellement possibles, du moins tel que l'imaginait le grec de l'époque, s'ils ne sont pas possibles de manière idéale, ils le sont de manière matérielle, c'est déjà une façon d'avancer vers l'athéisme. On ne peut pas parler d'athéisme à proprement parler, le terme n'est pas approprié. On verra que les sophistes, eux, sont franchement des athées, mais il y a déjà quelque chose qui nous conduit vers l'athéisme. N'oubliez pas les dates, on n'est pas encore dans la période monothéiste, le monothéisme c'est plus tard, enfin il y a un monothéisme juif, mais chez les Grecs on est dans une période polythéiste, les dieux sont multiples, ils existent évidemment, personne n'en doute, même si, voir Paul Venn, les Grecs ont-ils cru à leur mythe, il faut s'interroger sur ce que ça peut signifier, croire en Zeus à cette époque-là. Il n'empêche que c'est quand même courageux, et c'est culotté à l'époque de dire que les dieux, on les met d'une certaine manière dans un coin où ils ne servent pas à grand-chose et où on peut en faire l'économie. Cette façon de dire faisons disparaître les dieux, c'est une façon de dire laissons apparaître les hommes, ce qui est une révolution même à cette époque-là.
L'âme est matérielle, si elle existe également. C'est-à-dire que si les dieux existent, ils sont matériels. Si l'âme existe, l'âme est matérielle. Ce qui est beaucoup de le dire également. C'est-à-dire qu'elle est mortelle. Ou elle a un certain type d'immortalité. Mais c'est quoi l'immortalité de l'âme? Eh bien, ça suppose que nos atomes sont éternels. L'agencement ne l'est pas. Mais quand nous mourrons, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'agencement se défait, mais que les atomes persistent d'une certaine manière. Nous entretenons un certain type de rapport à l'immortalité. L'âme, c'est la même chose. Elle existe. Si elle existe, elle est matérielle. Et si elle est matérielle, eh bien on n'est pas du tout dans la logique que Platon va activer et que le christianisme va réactiver à tous les sens du terme, c'est-à-dire la logique dualiste. Il n'y a pas d'un côté l'âme immatérielle et de l'autre côté le corps matériel. Il y a un corps, il y a une âme, d'accord, mais tout ça c'est de la matière, c'est matériel. Il existe une âme, elle est matérielle. Que disent aujourd'hui les gens comme Jean-Didier Vincent ou Jean-Pierre Changeux, par exemple? Eh bien, Jean-Pierre Changeux dit très exactement la même chose dans L'homme neuronal. Et j'ai eu il y a quelques temps une conversation avec Jean-Didier Vincent qui travaille sur cette question-là. Il parle de la psyché. Et je lui ai demandé ce qu'il appelait la psyché, pour le coup. Lui qui a toujours donné l'impression d'être un neurobiologiste matérialiste, eh bien, pour lui, la psyché existe. Elle nomme l'âme, mais en même temps, elle nomme une âme matérielle. D'une certaine manière, l'activité des philosophes qui sont atomistes et matérialistes est une activité toujours pensable aujourd'hui, des siècles après, ce qui est assez fascinant. Donc, d'une certaine manière, quelque chose qui va vers l'athéisme, d'une autre manière, quelque chose qui va vers le monisme, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'une seule réalité. Le dualisme suppose deux réalités, le monisme une seule. Il n'y a qu'une réalité, c'est la matière, il n'y a rien d'autre que ça, et il n'y a que des agencements de matière, le réel, ça n'est que ça. Ça aussi, c'est extrêmement important, parce que d'une certaine manière, ça ne rend pas possible un arrière-monde, un monde dans lequel on aurait des idées pures, ou un monde dans lequel on aurait Dieu, par exemple. L'idée que Dieu puisse être immatériel, qu'il puisse être dans un arrière-monde, que ce monde ne soit pas redevable de la logique matérialiste, ça n'est pas pensable, ça n'est pas envisageable. C'est également un radicalisme philosophique, cette pensée, parce qu'elle donne congé aux mythes, aux fables et aux religions. On est en plein dedans à l'époque. Il faut savoir quand même que quand on éduque les Grecs, on éduque essentiellement à partir d'Homère. On lit beaucoup l'Iliade et l'Odyssée, on lit les tragiques, Échille, Sophocle, Euripide, etc. Et on est dans une grande logique où les dieux parlent, où les dieux s'expriment, les dieux prennent la parole, les dieux décident de ce qui se passe, les dieux sont à l'origine de mon destin, ils ont décidé de me punir, ils ont décidé en revanche de m'épargner, les dieux sont à l'origine de tout ce qui a lieu dans le réel. Voilà une philosophie qui, pour le coup, dit, elle ne le dit pas comme ça clairement, mais qui s'en va vers cette hypothèse que peut-être on aurait affaire là à des fables, à des mythes. Alors, évidemment, personne n'attaque ça de plein fouet, mais c'est une façon de laisser de côté qu'ont les philosophes, qui consiste à dire je travaille ailleurs et d'une certaine manière faisons l'économie des fables et des mythes, allons du côté de la philosophie, allons du côté de la sagesse, allons du côté d'un certain usage de la raison, et nous aurons là des occasions de mettre la philosophie à la place de la mythologie, de faire disparaître le religieux et de faire apparaître le règne de la raison ou du rationnel. Par définition, il est bien évident que si ces dieux sont matériels, et s'ils existent bien sûr, il est peu probable que ce soit des dieux jaloux, des dieux vengeurs, il est peu probable que ce soit des dieux qui puissent nous faire peur, qui puissent nous inquiéter et qui puissent poser des problèmes dans notre existence. Il est qu'un dieu puisse nous regarder, puisse juger notre comportement, trouver que nous sommes dans le bien ou dans le mal, c'est une idée absolument fautive, pas pensable que ça puisse fonctionner comme ça, puisque ces dieux-là, ils sont dans une indifférence absolue, donc ça laisse l'homme responsable de lui-même, et essentiellement responsable de lui-même. La construction de soi, chez l'homme, c'est une construction qui ne relève que de lui-même. Le rapport est direct entre soi et soi. Cet athéisme, ce monisme, mettons tout ça entre guillemets, bien sûr, c'est aussi, ça s'appuie aussi sur la négation de la transcendance. C'est-à-dire il n'y a plus de transcendance dans cette philosophie-là. C'est-à-dire il n'y a pas de recherche vers un arrière-monde, vers quelque chose qui serait au-delà, vers quelque chose qui supposerait une verticalité. On grimpe cette verticalité au-delà du point maximal obtenu, on va vers du divin, on va vers du sacré, on n'est pas dans une logique transcendante, verticale, on est dans une logique immanente, horizontale. Il n'y a que du réel et que des hommes qui sont dans une situation de réalité, c'est-à-dire qu'on renvoie l'homme à lui-même, à la responsabilité de la propre construction de soi. Cette physique-là, vous voyez comment ça s'agence, des atomes, du vide et des mouvements, des simulacres, un certain nombre d'agencements qui permettent des communications, qui permettent au réel d'être ce qu'il est. Il n'y aurait qu'une seule matière et elle serait diversement modifiée. C'est la formule qu'on retrouvera quasiment textuellement chez Lamétrie au XVIIIe siècle. Cette formule-là
elle est pratiquement toute entière, ce qui fait l'autorité du matérialisme au travers des siècles. Donc ça laisse penser tout de même qu'on a affaire à une pensée généalogique. Cette physique qui induit une éthique, elle suppose des précautions d'usage, précautions d'emploi. Je vous le disais la dernière fois, il faut imaginer que chaque texte est dans un contexte et qu'on l'a perdu, ce contexte, et qu'il est difficile de pouvoir saisir ce qui est dit, dans quel esprit c'est dit à l'époque. On est contraint à faire une archéologie avec des objets desséchés ou qui ont perdu leur vitalité. Qui plus est, ce fragment est extrait de Clément d'Alexandrie, qui est un père de l'Église, et qui n'a donc pas forcément beaucoup de bienveillance pour un philosophe qui s'en vient nous dire qu'il n'y a que de la matière, que les dieux, s'ils existent, sont matériels, que l'âme, si elle existe, est immatérielle. Vous imaginez bien qu'un philosophe qui lui pense que Dieu existe, qu'il est immatériel, que l'âme, ça n'est pas le corps, qu'il y a des arrière-mondes, un philosophe qui pense ces choses-là ne peut pas restituer authentiquement une pensée qui, elle, fait la critique de toutes ces vérités révélées du christianisme. Et puis par la suite, il faut faire attention, et les précautions d'usage supposent également qu'on fasse attention aux traductions. Les mots qui sont utilisés sont problématiques. Qu'est-ce que c'est que la joie, par exemple, aujourd'hui? Qu'est-ce que c'était la joie à l'époque où Leucippe utilisait cette expression? On va revenir un petit peu là-dessus. Avant de revenir au fragment de Leucippe, je voudrais qu'on puisse faire une petite distinction, elle est importante, entre le démonisme, l'apostrophe, eudémonisme, et l'hédonisme, l'apostrophe. Le démonisme et l'hédonisme donnent l'impression d'être souvent semblables, et pourtant il faut les distinguer. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? On peut déjà aller voir l'étymologie. D'abord, ce sont deux mots différents. Il y a dans l'hédonisme un renvoi au grec hédoné, qui suppose le plaisir, qui renvoie au plaisir. Et dans eudémonisme, le e qui suppose le bien, et le daimon, d'une certaine manière, le démon, c'est-à-dire un bon démon. Le démon, tel quand on en parle nous aujourd'hui, il renvoie souvent au démon du christianisme. À l'époque, le démon, c'est une espèce d'esprit qui peut se manifester. Socrate, par exemple, connaît son démon. Le démon lui dit des choses. Il lui dit pas fais ceci, il est toujours négatif. Il lui dit ne fais pas cela. Mais il y a quelque chose comme une voix qu'on peut entendre comme un démon, comme un bon démon. Et d'une certaine manière, le démonisme, il suppose le bon démon. Il suppose le bon démon qui s'en vient vous dire comment les choses peuvent se passer de manière agréable. À l'évidence, quand on utilise hédonisme contre eudémonisme, on a des intentions polémiques et souvent idéologiques. Il est bien évident que l'hédonisme a mauvaise presse. Il n'a même pas de presse philosophique du tout. On considère qu'un hédonisme ne peut pas être philosophique, ou qu'une philosophie ne peut pas être hédoniste, ou un hédonisme, et qu'il y a même une contradiction dans les termes. On considère que la philosophie, habituellement, elle est dans la logique de l'idéal ascétique ou dans la tradition de l'austérité. Donc il y a déjà un a priori défavorable sur ce terme qui est connoté négativement. On considère souvent que l'hédonisme, c'est une jouissance sans conscience, qu'elle n'est évidemment que ruine de l'âme, que par définition, il n'y a pas d'humanité possible dans l'hédonisme, et qu'il n'y a que de l'animalité. C'est souvent l'animal qui est un jouisseur, et il n'y aurait de jouissance qu'animale. C'est souvent le malentendu qu'on a sur la définition de ce terme. Je dirais ce ne sont pas deux mondes séparés, l'hédonisme et le démonisme, mais deux façons différentes d'exprimer une réalité identique. Le plaisir peut procurer du bonheur, et le bonheur n'exclut pas le plaisir. Il y a une espèce de mouvement entre ces termes-là, entre le bonheur, le plaisir, la joie, la construction du bonheur avec du plaisir ou avec de la joie, et tout ça fonctionne d'une manière assez singulière sans qu'on ait les moyens de distinguer. Il n'y a pas de dynamomètre, je dirais, enfin d'instrument de mesure qui permettrait de savoir si on est dans la joie, si on est dans le plaisir, si on est dans le bonheur, si on est dans la jouissance. Ce sont des termes qu'on utilise sans forcément savoir parfois ce qui les sépare nettement ou précisément. Je dirais il y a donc une différence non pas de nature, mais d'intensité, et surtout une différence de rapport au temps. C'est-à-dire, je pense que c'est une définition qui m'est assez personnelle, donc elle est discutable évidemment, mais je pense que l'hédonisme qui renvoie au plaisir suppose que on soit dans une décharge de jubilation telle que l'anéantissement de la conscience est consubstantiel. C'est-à-dire, pendant que je jouis, ma conscience est éteinte, est anéantie, elle est court-circuitée. Le plaisir ne rend pas possible le travail de la conscience. Je suis tout à mon plaisir et je n'ai pas de conscience possible. La jouissance interdit la conscience. Elle est donc dans un instant et elle sature absolument l'instant. C'est-à-dire que c'est une décharge d'intensité dans un moment qui est le pur présent.
Je dirais que donc l'hédonisme, ce serait ça, ça supposerait le plaisir et la saturation de l'instant et l'anéantissement de la conscience. En revanche, la conscience revient, du moins je vous le conseille, c'est mieux de retrouver la conscience ensuite, et quand elle revient, eh bien, on peut effectuer un travail sur cette jubilation qu'on a eue. On l'a eue, on ne savait pas qu'on l'avait, quand on l'a eue, eh bien, on sait à quoi elle ressemble, on sait qu'elle n'est plus là. D'une certaine manière, je dirais du bonheur qu'il est très exactement le souvenir du plaisir qu'on a eu, ou alors rapport au temps, donc au passé, ou alors la prescience qu'on a d'un plaisir à venir. D'une certaine manière, j'avance cette idée qu'on pourrait distinguer l'hédonisme et le démonisme de cette manière-là. Il y aurait dans le démonisme un désir de chercher le bonheur qui, lui, se distinguerait par la conscience qu'on aurait d'avoir eu du plaisir ou la conscience qu'on aurait d'en avoir dans un moment à venir. En revanche, l'hédonisme définirait le plaisir qu'on a dans un instant, mais qui, lui, pour le coup, ne rend pas possible la conscience de cet instant-là. Ces distinctions-là posées, elles sont susceptibles, évidemment, d'être commentées. Chacun peut considérer que l'hédonisme, le démonisme, c'est pas aussi clair et aussi net que je cherche une définition arbitraire pour rendre possible deux usages, deux termes, deux concepts, quand en fait c'est plus simple et pas aussi alambiqué que ça. Je dirais pour le coup que, parce qu'en écrivant avec vous cette histoire de l'hédonisme, je m'aperçois que certains donnent l'impression d'être hédonistes, certains donnent l'impression d'être eudémonistes, que ça n'est pas toujours aussi clair et que parfois on a des difficultés à se demander si tel ou tel, par exemple, est hédoniste ou s'il est eudémoniste. C'est clair sur Aristippe de Cyrène qui est un hédoniste, on verra pourquoi et comment. C'est plus difficile avec le Sippe et cette question de la joie, où si on n'est pas bien sûr qu'il s'agisse d'hédonisme, on est au moins sûr qu'il s'agisse de démonisme. Pour le coup, est-ce qu'il faut dire sur cette question-là, c'est que pratiquement je pourrais même supprimer pratiquement, je pense, toute la philosophie grecque est eudémoniste. Toute la philosophie grecque et toute la philosophie latine, je dirais, toute la philosophie gréco-latine, elle est eudémoniste, c'est-à-dire qu'elle suppose qu'il faut fabriquer un individu heureux d'être avec lui-même, d'être avec les autres et d'être dans le monde. Il s'agit de fabriquer des individus autonomes et indépendants, avec une absence de trouble. Il s'agit de ne pas avoir peur, il s'agit de ne rien craindre, il s'agit d'être sûr de soi et de construire son existence comme quelque chose qui ne serait parasité par rien. C'est ce que veulent les philosophies grecques qui presque toutes proposent justement des modes d'emploi, des trucs et des techniques pour rendre possible une existence heureuse, joyeuse et libérée. Certains s'intéressent à ce que peut signifier une vie réussie. Eh bien, ce n'est pas une question que les philosophes grecs se posent, ils se posent la question de la vie bonne. La vie bonne, c'est très exactement le contraire de la vie réussie. Mais bon, ça nous emmènerait trop loin. Je dirais, il s'agit de fabriquer une vie philosophique, et tous les Grecs pensent qu'il n'y a pas de théorie qui soit indépendamment de la pratique. Il s'agit de penser pour fabriquer un comportement, il s'agit de réfléchir et de théoriser pour pouvoir construire une existence visible. Extérieurement, elle doit être visible. On doit pouvoir pratiquer une vie philosophique. On peut imaginer que donc le Sippe, s'il était matérialiste, s'il défendait une physique matérialiste, il proposait également une éthique eudémoniste et que ça devait pouvoir se voir dans sa vie quotidienne. La contradiction fait problème à l'époque. Aujourd'hui, ça ne fait pas problème. On peut écrire des livres kantiens et se comporter en brute épaisse, ce qui n'est pas très exactement le kantisme, mais ça ne donne pas l'impression que ça discrédite la philosophie du personnage qui prône le kantisme. À l'époque des Grecs, il est bien évident qu'un cynique grec, par exemple, qui se serait comporté, Diogène, Antisthène et quelques autres, mais qui se serait comporté comme un personnage célébrant Denis le tyran de Syracuse, ça n'aurait pas semblé très cohérent. Il y a un désir de cohérence à cette époque-là qui suppose que le démonisme, c'est une philosophie qui doit nous permettre de coïncider avec nous-mêmes. C'est ce que propose la philosophie grecque. Comment est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien, on travaille sur ses désirs, on travaille sur ses désirs et sur ses plaisirs. Outre le fait qu'on peut définir le désir et le plaisir, on peut se demander ce qu'il est. On le verra avec Épicure, mais voir comment on peut faire une typologie des désirs et comment on peut analyser, que c'est d'autant plus facile quand on analyse le désir, de pouvoir faire quelque chose de son désir ensuite. On travaille sur la question du désir, on essaie de les comprendre, de les analyser et éventuellement, et c'est presque toujours le cas dans la philosophie grecque, de les raréfier. On considère que le désir c'est de la douleur,
c'est de la souffrance, c'est du manque, c'est toujours une théorie qui accourt, qui plus est après Lacan, le désir ce serait du manque. Moi je pense que le désir c'est de l'excès, et que l'excès appelle débordement d'une certaine manière, et qu'on est dans des options très différentes quand on considère le désir comme un manque, ou quand on considère le désir comme un excès qui menace d'abondance. Il y a à cette époque-là évidemment une théorie du désir, mais il y a également une pratique du désir qu'on aura théorisé, avec des exercices, avec des pratiques, je dirais les méditations, des lectures de textes en commun autour d'un sage. Je parlais il y a quelque temps également de la relation entre le maître et le disciple. Le maître, c'est celui qui propose la lecture d'un texte qui permettra aux disciples, à l'assemblée, de concevoir les usages possibles, les usages pratiques possibles de cette théorie. Il y a des exercices spirituels qui passent également par visibilité très nette, la diététique par exemple. Quand j'ai écrit Le ventre des philosophes, on a beaucoup cru qu'il s'agissait d'un traité de gastronomie ou d'une philosophie de la cuisine. C'était une invitation à considérer que une vie philosophique ne peut pas faire l'économie de la question de la diététique, ce que dit Nietzsche dans Ecce Homo, mais ce qu'on voit dans toute la philosophie grecque et ancienne. Je vous ai invité la dernière fois à lire Diogène Laërce et Vie, opinion et sentence des philosophes illustres. On y découvre que le philosophe ne mange pas n'importe quoi, ni n'importe comment. Et ce que Brillat-Savarin dira, dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es, ça fonctionne tout à fait avec les philosophes, et que des exercices spirituels peuvent passer par la nourriture. Quand Diogène mange du poulpe cru, il est bien évident que ce n'est pas pour des raisons de gastronomie ou pour des raisons de plaisir alimentaire. C'est une façon de dire, en tant que philosophe, je me dois d'avoir des pratiques cohérentes avec ma théorie. Je suis dans une théorie de l'anticulture, je suis dans une théorie de la nature. Il n'est pas question pour moi de manger cuit. Manger cuit, ce serait manger culturel. Manger cru, c'est manger naturel. Le poulpe que je mange, il fait la démonstration que même dans mon assiette, de façon métaphorique, parce que ça se mange pas dans une assiette chez Diogène, mais même le poulpe que je mange est un acte philosophique. Ma façon de manger ça plutôt qu'autre chose, c'est de la philosophie. On a des pratiques vestimentaires également, qui montre que le philosophe, il essaie de fabriquer de la joie, de fabriquer de la coïncidence avec lui-même, en mangeant d'une certaine manière, mais en s'habillant d'une certaine manière. À l'époque grecque et latine, on voit le philosophe, enfin on voit quelle option philosophique a un individu en fonction de l'habillement qui est le sien, du vêtement qui est le sien. Il n'y a pas que des chemises blanches pour faire des philosophes, il y a aussi des pratiques du lin par exemple, et les pythagoriciens, Pythagore et les pythagoriciens avaient inventé d'une certaine manière la chemise blanche, en considérant que on devait pouvoir utiliser du lin parce que c'était le tissu pur, c'était le tissu qui disait la pureté. Donc on s'habillait d'une certaine manière. À l'autre extrémité, alors c'était plutôt propre et plutôt net les philosophes pythagoriciens, et plutôt crado, les philosophes cyniques, qui eux ont des vêtements sales, tachés, une espèce de grand manteau qu'on utilise aussi bien l'été que l'hiver. Vous voyez à quoi ça peut ressembler au bout de plusieurs saisons. Mais c'est une façon, s'habiller, de dire quelle philosophie on pratique et comment on essaie de fabriquer du bonheur, comment on essaie de fabriquer une vie bonne. Diététique, je dirais, pratique dans le vêtement. Et puis des petits détails, je songe par exemple au même Pythagore en vous disant que les pythagoriciens ne mangeaient pas de fèves. Bon, ça c'est du détail, mais ça aurait pu être effectivement dans la logique de la gastronomie. On ne sait pas trop pourquoi. Certains considèrent que la fève ressemble trop à un sexe de femme. Je vous invite à aller chez votre marchand de légumes pour voir que c'est assez juste, c'est assez vrai, et qu'il ne faut pas tenter le philosophe. D'une certaine manière, certains le pensent. D'autres pensent que ça a des vertus carminatives, si vous voyez ce que je veux dire, et qu'il n'est pas question de manger des choses qui pourraient mettre dans l'embarras gastrique, pour le coup. Ce qui n'aurait pas gêné les philosophes cyniques qui, eux, pensaient au contraire qu'on pouvait être pétomane et philosophe et que ça fonctionnait même ensemble. Donc c'était même plutôt de conserve que ces choses-là se pratiquaient. Il se fait que pour pratiquer une philosophie comme celle-ci, Pythagore ira jusqu'à mourir, puisqu'on prétend qu'il ne traverse pas un champ de fèves, alors qu'il est poursuivi par des gens qui en veulent à sa peau, et il préfère mourir plutôt que d'aller au-delà d'un interdit, de transgresser l'interdit de la fève. Faut le faire. Je dirais donc que ces exercices spirituels sont autant d'occasions de montrer que la philosophie, ça se pratique, et on peut imaginer qu'il y avait des pratiques philosophiques chez Leucippe et on en reparlera, mais chez Démocrite. Il y a quelques anecdotes qui laissent voir comment on peut être matérialiste, comment on peut être atomiste,
Comment on peut être abdéritain avec des histoires, je ne vous en dis pas plus, mais de jeunes vierges dont on découvre qu'elles ont perdu leur virginité dans la nuit, mais... comment est-ce qu'on fabrique une individualité en paix? Et c'est là, d'une certaine manière, que l'épicentre de l'hédonisme se manifeste, et éventuellement l'épicentre de l'eudémonisme. Hédonisme et eudémonisme se trouvent confondus dans cette affaire. Il y a, à mon avis, 3 lignes de force qui permettent de dire qu'on a fabriqué une individualité en paix. Et ce sont des trucs pratiques pour tout un chacun. Ça marche dans la philosophie et de manière historique, quand on s'en va chercher l'histoire de la philosophie, mais ça marche pour vous. Si vous avez compris qu'on peut être hédoniste et que ça peut passer par ces 3 options-là, il s'agit de faire la paix avec soi, avec les autres et avec le monde. Impossible de faire la paix avec soi si on n'a pas fait la paix avec les autres si on n'a pas fait la paix avec soi, avec le monde, etc. Enfin, vous voyez comment ça fonctionne. Ces 3 options-là ne peuvent pas fonctionner séparément. Mais il faut faire la paix avec ces 3 instances, en commençant par soi-même, pour pouvoir envisager une existence heureuse et une existence réussie. D'une certaine manière, prendre plaisir à soi-même, vous voyez comment c'est suspect. Ça a été longtemps critiqué, et le christianisme considère que le moi est haïssable, que le jeu est détestable, que le narcissisme n'est pas une bonne chose, et qu'il faut, d'une certaine manière, ne pas trop s'aimer. On nous invite plutôt à ne pas nous aimer. Alors il faut trouver la bonne distance. C'est ce à quoi aide la philosophie grecque, mais de toujours aussi, d'une certaine manière, trouver la bonne distance entre s'aimer juste assez et ne pas trop s'aimer. La philosophie grecque invite à trouver le juste amour de soi qui nous permet d'être en paix avec nous-mêmes et d'une certaine manière de ne pas nous considérer comme des ennemis pour nous-mêmes. Le corps n'est pas un ennemi pour soi. Les désirs, les plaisirs, les instincts, les pulsions, les passions, toutes ces choses-là, il s'agit de faire la paix avec. À partir de ce moment, la paix faite avec soi-même, on aura une paix possible avec autrui. On le sait très bien, la psychanalyse en fait la démonstration tous les jours. Les gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes ne sont pas en paix avec autrui ni avec le monde. Donc faire la paix avec soi-même est déjà l'occasion d'avancer sur le terrain d'une paix avec les autres. L'intersubjectivité, le rapport à autrui. La philosophie grecque est aussi une philosophie qui invente le rapport à autrui. Il y a une théorie Voelke dont je vous parlais l'autre jour en vous disant qu'il avait été le maître de Pierre Hadot, a écrit sur cette question de l'intersubjectivité ou de l'existence d'autrui dans l'Antiquité. Il y a un véritable statut d'autrui dans l'Antiquité et ce statut est essentiel. Il s'agit de considérer l'autre, pas être kantien en disant comme une fin et non pas comme un moyen, mais c'est presque déjà ça, ou c'est presque déjà tout entier là-dedans. Ceci dit, il n'y a pas grande originalité à penser ces choses-là. La philosophie, la religion l'énonce, et ça me semble une vérité de bon sens que de faire savoir que la question de l'éthique, c'est la question d'autrui, et que la question d'autrui, c'est la question du respect d'autrui, et du respect de l'existence d'autrui. Se respecter soi, respecter autrui, et d'une certaine manière, trouver sa place dans le monde. Alors, le monde, c'est quoi dans cette logique? On revient à notre option abdéritaine, enfin l'option matérialiste, à l'option atomique. Le monde, c'est la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Alors évidemment, on peut disserter longuement sur ce que c'est que ce monde, à quoi il ressemble, est-ce que le monde est réel, est-ce qu'il est une fiction? Il y a une tradition idéaliste, Berkeley par exemple, qui considère que le monde n'est jamais que le produit de ma conscience et qu'indépendamment de la conscience que j'en ai, le monde n'existe pas. Qu'il est donc d'une certaine manière une fiction. Ce que dira plus tard Schopenhauer, quand il dit le monde est, EST, ma volonté et ma représentation, d'une certaine manière, il dit exactement la même chose. Donc le réel a besoin de moi pour être, disent certains. Ça n'est pas du tout ce que disent les matérialistes qui savent bien que le réel leur préexiste et existera après eux. Il s'agit donc de trouver une place dans le monde, c'est-à-dire souvent dans le cosmos. L'écologie aujourd'hui est un peu, d'une certaine manière, la sensibilité qui pense la question du cosmos et qui essaie de voir comment on peut trouver sa place dans cette immense nature. Moi, je crois que c'est une hypothèse que j'avance, mais je crois que le fait que les hommes aient mis le pied sur la Lune une fois a été l'occasion d'un changement métaphysique radical. Coiré a écrit du monde clos à l'univers infini, en considérant qu'on avait changé de monde à partir du moment où on était passé du géocentre, enfin de l'idée que la Terre était au centre à l'idée que le Soleil était au centre. Je pense que l'idée que l'homme ait mis le pied sur la Lune, c'est-à-dire qu'un homme ait pu voir la Terre en dehors de la Terre, a été l'occasion d'une espèce de révolution métaphysique radicale et que nous n'en sommes pas revenus. Pour revenir très précisément avec ce qu'on a dit concernant l'éthique, concernant le matérialisme, concernant la physique débouchant sur une éthique, pour revenir donc au texte et à la question de la joie, je dirais, on est obligé de considérer que le fragment que nous donne Clément d'Alexandrie renvoie à autre chose qu'à l'économie même du texte présocratique. C'est-à-dire que il dit très précisément
la joie authentique est le but de l'âme, c'est la joie que procurent les choses belles. Alors, bien évidemment qu'avec un texte comme celui-ci, on peut se demander ce que c'est que cette joie. D'abord, ce que ça peut signifier authentique. Comment une joie peut-elle être authentique? D'une certaine manière, qu'est-ce que ce serait une joie inauthentique? Que sont les belles choses? Pour le coup, que sont les choses laides également. On a toute une thématique qu'on retrouvera chez Spinoza sur la question de la joie et du fonctionnement de la joie avec la question de l'authentique et de l'inauthentique. Je dirais, on a une invitation à réfléchir sans éléments. On ne sait pas quoi dire à partir de cette seule phrase. On n'en saura pas plus sur la conception de la joie chez Leucippe. Ce qu'on peut juste savoir, c'est que les choses belles, elles renvoient vraisemblablement à un contexte platonicien. Alors évidemment, on est 5e siècle avant Jésus-Christ avec Leucippe, on est 2e siècle après Jésus-Christ avec Clément d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie est un lecteur, évidemment comme tous les pères de l'Église, de Platon. Il est dans une logique du dualisme, de l'opposition du corps et de l'âme, et il considère effectivement que les choses sont belles quand elles entretiennent un rapport à l'idée de beauté, ce qui n'est pas pensable chez un matérialiste. Ça semble assez peu probable que Leucippe ait pu laisser croire que la joie supposait la contemplation des choses belles. Ça, c'est une lecture platonicienne. L'idée qu'il y ait des choses belles et que ces choses belles, une fois contemplées, pourraient produire la joie est une idée qui semble assez peu matérialiste. Elle semble assez peu en cohérence avec la proposition physique et la proposition éthique du matérialisme. Sur les questions de vocabulaire, il y a un juge de paix qui est le Bailly, que vous le savez plus ou moins, et qui est le dictionnaire qui nous permet de savoir ce que sont les mots. Le mot joie traduit charis en grec et donné pour plaisir, je vous l'ai déjà dit. Donc on se dit voilà, on a la joie et le plaisir qui sont deux termes différents, ce sont deux mots distincts qu'on peut voir dans des usages différents, et pourtant Bailly nous dit que ça signifie la même chose et que les acceptions sont les mêmes. Chez Sophocle, tragédien, donc chez Platon, dans Gorgias et le Sophiste, qui sont deux dialogues dans lesquels les deux termes sont utilisés pour dire très exactement la même chose, Plutarque, Homère et Xénophon, c'est-à-dire une grande tradition grecque qui nous dit d'une certaine manière, vous avez deux mots, vous avez deux acceptions, vous avez deux sens, mais à chaque fois, il faut considérer que ça peut signifier très exactement la même chose. Donc, vous voyez comment, avec les difficultés sur le fragment, les difficultés sur le contexte, les difficultés sur le sens du mot, on finit par embrouiller ce qui nous donnait l'impression de pouvoir être éclairci. Sur la question de la beauté, puisqu'il s'agit de voir comment on peut faire une lecture non platonicienne, je dirais, elle renvoie très précisément à des vieilles options grecques qui ont à voir avec l'excellence, avec la vertu, avec la noblesse. On entend mal ces notions-là aussi, comme le plaisir, parce que ce sont des notions qui ont été confisquées par l'époque féodale et que quand vous parlez de noblesse aujourd'hui, on a plutôt l'impression que ça a à voir avec l'époque qui était chère à Georges Duby plutôt qu'avec celle d'aujourd'hui. C'est difficile de penser, ou avec celle des Grecs, c'est difficile de penser ce terme-là indépendamment d'un contexte. Il faudrait rentrer dans le détail de ce que peut signifier aussi à l'époque la société grecque. C'est-à-dire qu'on est sur une espèce de malentendu quand on nous enseigne qu'il y a une démocratie grecque. On reviendra sur les questions des présocratiques qui ne sont pas des présocratiques la fois prochaine, mais sur cette question de la démocratie, il faut dire que la démocratie est assez peu démocratique puisque elle permet aux citoyens, effectivement, à Athènes seulement, d'exercer le pouvoir, mais un citoyen, c'est quelqu'un qui hérite de la citoyenneté par des parents qui sont eux-mêmes citoyens. Ce qui exclut les femmes, ce qui fait quand même 50% de la population, les métèques, les étrangers domiciliés et les esclaves. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment très peu de gens qui peuvent accéder au pouvoir, et cette démocratie, elle l'est assez peu. L'idée qu'on puisse être dans des logiques de représentation et que les Grecs auraient inventé la démocratie est à mon avis une fiction. Dans cette fiction-là, il faut bien imaginer que on fait l'erreur d'une lecture qui nous empêche de voir que la société grecque est essentiellement aristocratique, au sens étymologique, c'est-à-dire Aristos, les meilleurs, et le cratie d'aristocratie suppose le pouvoir des meilleurs. Alors bien sûr, il y a le pouvoir du sang bleu, on utilise une expression qui n'a pas de sens à l'époque, mais le pouvoir de ceux qui sont des citoyens, donc qui ne sont ni des étrangers, ni des frisés, ni ceux que n'aime pas aujourd'hui Sarkozy, ce sont un peu les mêmes, les prostituées, etc., les gens qui à Athènes étaient dans les cages d'immeubles. On a à cette époque-là une façon assez singulière de considérer que le meilleur, c'est d'abord essentiellement celui qui est digne d'être un Athénien. La philosophie inverse les valeurs en disant mais on peut être dans la noblesse
quand on n'est pas dans la noblesse aristocratique de l'élection, dans la noblesse du pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas une noblesse de pouvoir a priori sur le réel et sur les choses. On a d'abord de la noblesse quand on a du pouvoir sur soi-même. La grandeur d'un individu, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. La seule noblesse qui compte, c'est ça. On parle à l'époque aussi d'une notion assez singulière, on a du mal à traduire, on traduit par beau et bon, on dit kalos kagatos, c'est-à-dire le beau et le bon en même temps. Et la grandeur, je dirais, d'un individu, c'est de pouvoir réunir en lui le beau et le bon. Le bon et la beauté d'une certaine manière qui est visible même dans le corps, c'est-à-dire une espèce de grand culte du corps. Regardez la plastique grecque, regardez Phidias, Praxitèle, etc. Enfin, regardez et même sans signature, les statues que vous pouvez voir dans les musées, statues grecques. Vous avez un culte de la beauté qui suppose une noblesse qui, elle, renvoie à une éthique qui n'est pas démocratique, mais qui est aristocratique, mais qui n'est pas à lire dans un sens politique. Cette aristocratie, elle renvoie à soi-même, c'est-à-dire qu'on est le meilleur pour soi-même. On est le meilleur pour soi parce qu'on a fabriqué une existence qui est belle, digne d'être vue, et digne d'être vue par soi-même et pour soi-même. C'est d'abord soi-même c'est soi qui importe, et on est le juge de paix, le seul juge de paix. C'est pas autrui qui est capable de juger de ce que j'ai fait de moi, c'est moi qui suis à même de constater ce que j'en aurais fait. La question de la sculpture de soi est nettement visible de manière métaphorique, et c'est une expression le titre d'un de mes livres, mais c'est une expression qu'on trouve explicitement chez Plotin dans les Énéades. Sculpte ta propre statue, c'est-à-dire c'est une option tardive chez Plotin, c'est assez tardif, mais c'est essentiellement grec, cette idée qu'on pourrait construire une noblesse, constituer une belle existence qui soit en même temps une bonne existence. Donc la vertu en ce sens, arrêtez, disent les Grecs, c'est le terme grec pour dire la vertu. Cette vertu-là n'a pas grand-chose à voir non plus avec ce que sont les vertus chrétiennes. Pas plus qu'à l'époque de la Renaissance, quand on parle de virtu, ça a à voir avec la vertu chrétienne. La vertu, d'une certaine manière, c'est la capacité à assumer l'excellence d'un modèle qui, lui, est d'une certaine manière idéal. C'est toujours le principe de l'autonomie, le principe de l'indépendance, le principe de ce qu'on appelle aussi l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. La grande et belle existence, c'est une existence dans laquelle on aura fait le nécessaire pour n'être troublé par rien ni par personne. Voyez comment, avec au départ un désir d'éclaircir un fragment, on l'a rendu absolument confus, et comment, avec un Lycos dont on ne sait rien, avec un commentaire de Clément d'Alexandrie, avec un Leucime qui n'est pas forcément Leucippe, comment une joie qui est difficilement susceptible d'être entendue avec les catégories d'aujourd'hui, on peut faire quelque chose qui produise un sens. Donc évidemment, c'est une espèce d'exercice de style que je vous ai proposé sur la lecture de ce fragment.